Bonjour tout le monde et bienvenue dans Sous le mythe, le podcast qui déconstruit les mythes et la société. Et si aujourd'hui on parlait de comparaison? On a souvent l'impression que se comparer est un réflexe naturel, comme si notre cerveau avait toujours fonctionné comme ça. En réalité, la comparaison n'a rien de spontané, c'est un apprentissage social. Dès l'enfance, on entre dans un monde où tout est classé, évalué, mesuré. Par exemple, l'école devient notre premier laboratoire de comparaison. Il y a d'un côté les bons élèves, d'un autre les mauvais élèves. Il y a des notes, des classements. On y apprend très tôt que notre valeur peut tenir dans un chiffre et qu'il y aura toujours quelqu'un au-dessus. Mais ce mécanisme ne s'arrête pas à l'école. Il continue dans la société du mérite. On nous répète que si tu travailles, tu réussis. Sous-entendu, si tu n'y arrives pas, c'est que tu n'as pas assez fait. La comparaison devient alors un outil de contrôle social, un moyen de nous pousser à nous situer, à nous juger, à nous évaluer en permanence. À cela s'ajoute un autre mythe, puissant, la normalité. On se compare pour vérifier si on vit comme il faut, si on avance au bon rythme, si on est dans la norme. La comparaison devient un thermomètre social. Et c'est là que la psychologie sociale apporte un éclairage essentiel. Le psychologue Léon Festinger explique que la comparaison est un besoin humain. En l'absence de critères objectifs, nous nous tournons vers autrui. On ne se compare pas parce qu'on manque de confiance, on se compare parce qu'on n'a pas d'autres repères. Une fois ce mécanisme installé, il ne disparaît plus, il devient un élément central de notre identité. On se construit littéralement par rapport aux autres. Une fois installée dans l'enfance, la comparaison ne disparaît pas. Elle devient un outil central de notre identité. On ne se compare plus seulement pour savoir où on est, mais pour comprendre qui on est, comment on doit se comporter et quelle place on occupe dans le monde social. Et trois penseurs nous aident à comprendre comment ce mécanisme s'enracine profondément dans nos vies. Festinger, Goffman et Bourdieu. Chacun apporte une pièce à ce puzzle. En 1954, le psychologue Léon Festinger propose une idée simple mais révolutionnaire. On se compare parce qu'on n'a pas d'autre moyen de s'évaluer. Il explique que pour nos opinions, nos capacités, nos choix, il n'existe pas de mesure objective, pas de thermomètre pour savoir si on est bon, dans le vrai, au bon niveau. Alors on utilise ce qu'on a sous la main, les autres. Il le formule ainsi, c'est ce que je vous ai dit précédemment, en l'absence de critères objectifs, nous nous tournons vers autrui. Festinger montre ainsi que la comparaison n'est pas aléatoire. On se compare à des gens qui nous ressemblent. Même âge, même milieu, même objectif. C'est ce qu'il appelle la comparabilité. Et c'est pour ça que certaines comparaisons nous touchent plus que d'autres. Elles visent pile là où on se sent fragile. Il distingue deux types de comparaisons. La comparaison ascendante, vers le haut, au-dessus, ça peut inspirer ou à des moments nous écraser. Et la deuxième comparaison, c'est la comparaison descendante, vers le bas, en dessous. Ça rassure, mais rarement longtemps. Pour Festinger, la comparaison n'est pas un défaut personnel, c'est un mécanisme humain, presque inévitable. Le problème, ce n'est pas qu'on se compare, c'est le monde dans lequel on le fait. Quelques années plus tard, en 1959, le sociologue Erving Goffman apporte une autre clé de lecture. Pour lui, la vie sociale fonctionne comme une pièce de théâtre. On joue tous un rôle. On choisit ce qu'on montre, ce qu'on cache, comment on parle, comment on se tient. Et surtout, on observe les autres pour ajuster notre performance. Goffman appelle ça la présentation de soi. Il distingue deux espaces. La scène, c'est ce qu'on expose aux autres. Et les coulisses, ce qu'on cache et qu'on garde pour soi. La comparaison se joue surtout sur la scène, là où chacun présente une version contrôlée de lui-même. Et ce qui est fascinant, c'est que Goffman écrit ça avant Internet. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la scène est ouverte 24 heures sur 24. On est en représentation en continu et on observe les autres en continu. La comparaison devient alors un réflexe automatique. On ajuste notre personnage en fonction de ceux qu'on voit autour de nous. Goffman nous montre que la comparaison n'est pas seulement psychologique, elle est rationnelle, théâtrale, incarnée dans nos interactions.
Avec Pierre Bourdieu, on change d'échelle. On n'est plus dans la psychologie ou la mise en scène, on est dans la structure sociale. Pour Bourdieu, nos comparaisons dépendent de nos habitus, nos goûts, nos habitudes, notre milieu, notre histoire. Ce sont ces dispositions qui déterminent les personnes que l'on considère comme comparables. On se compare donc à ceux qui nous ressemblent, mais aussi à ceux qu'on voudrait rejoindre. C'est ce qu'on appelle la comparaison aspirationnelle. Nos pratiques, ce qu'on mange, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, sont des marqueurs sociaux. Ils distinguent quelque chose de notre position, et donc de nos comparaisons possibles. Avec Bourdieu, la comparaison devient un phénomène social, avant d'être psychologique. On se compare parce qu'on occupe une place dans un système, et ce système nous dit explicitement ou non à qui nous devons nous mesurer. Et ce mécanisme, déjà puissant dans la vie réelle, devient encore plus intense quand il passe par les réseaux sociaux. Parce que là, la scène est permanente, les modèles sont infinis et la comparaison devient un flux continu. Les réseaux sociaux n'ont pas inventé la comparaison, mais ils ont changé son rythme, son intensité et surtout son échelle. Avant, on se comparait avec son entourage, sa classe, son quartier, son milieu. Aujourd'hui, on se compare à la planète entière. Et ce changement d'échelle transforme complètement le mécanisme. Les réseaux sociaux ne créent pas la comparaison, ils la suralimentent. Avec Goffman, on a vu que la vie sociale fonctionne comme une scène. Les réseaux sociaux, eux, suppriment les coulisses. Il n'y a plus de backstage, on est en représentation en permanence et on observe les autres aussi en permanence. Ce qui était autrefois ponctuel, une soirée, un dîner, une réunion, devient continu. On voit les moments forts de la vie des autres, mais jamais les moments faibles. On voit les réussites, les voyages, les corps sculptés, les promotions, les projets. On voit la scène, jamais les répétitions. Et notre cerveau compare ce qu'il voit, la version publique, à ce qu'il vit, sa version privée. C'est une comparaison structurellement biaisée. Les réseaux sociaux ont un effet très particulier. Ils transforment l'exceptionnel en normalité. Ce qui devait être rare, un voyage incroyable, un corps parfait, une réussite spectaculaire, devient banal. Parce qu'on le voit tous les jours. On finit par croire que tout le monde vit mieux que nous, plus vite que nous, plus fort que nous. C'est exactement ce que Festinger appelle la comparaison ascendante. On regarde vers le haut, vers des modèles inatteignables. Sauf qu'avant, ces modèles étaient rares. Aujourd'hui, ils sont partout. Et comme les algorithmes privilégient ce qui impressionne, ce qui fascine, ce qui déclenche l'envie, ils renforcent ce biais. Ils nous montrent ce qui nous fait réagir. Et ce qui nous fait réagir, c'est souvent ce qui nous manque. Avec Bourdieu, on a vu qu'on se compare surtout à ceux qui nous ressemblent. Les réseaux sociaux brisent complètement cette logique. On se retrouve exposé à des personnes qui n'ont rien à voir avec nous. Pas le même âge, pas le même milieu, pas les mêmes ressources, pas les mêmes opportunités. Et pourtant, on se compare quand même. On compare notre quotidien à la vue d'influenceurs millionnaires. On compare notre corps à celui de gens qui passent 4 heures par jour à la salle. On compare nos carrières à celles de personnes qui ont des réseaux, des privilèges, des trajectoires complètement différentes. Les réseaux sociaux brouillent les frontières des groupes sociaux. Ils mélangent les mondes et ce mélange crée une comparaison impossible à gagner. Avant, la comparaison avait des limites. On ne voyait pas la vie des autres en continu. On ne voyait pas leurs voyages, leurs repas, leur entraînement, leurs promotions, leurs soirées. Aujourd'hui, il n'y a plus de pause. On peut se comparer en se réveillant, en travaillant, en mangeant, en s'ennuyant, en se couchant. La comparaison devient un flux, un bruit de fond permanent. Et ce bruit de fond finit par devenir une norme intérieure. Je devrais être plus, je devrais faire plus, je devrais ressembler à ça. Les réseaux ne créent pas ce sentiment, ils le maintiennent. Alors, comment on fait pour reprendre le contrôle? Comment on vit dans un monde où la comparaison est devenue un réflexe automatique?
C'est ce qu'on va explorer maintenant. La comparaison ne disparaît jamais complètement. C'est un mécanisme humain, social, structurel. Le but n'est pas d'arrêter de se comparer, c'est impossible, mais de reprendre la main, de remettre l'église au centre du village, la comparaison à sa juste place, au lieu de la laisser occuper tout l'espace. La première étape, c'est simplement de remarquer quand la comparaison se déclenche. Souvent, ça arrive sans qu'on s'en rende compte. On scrolle, on regarde, on observe, et d'un coup, on se sent moins bien, en retard, pas assez ceci, pas assez cela. Identifier ce moment, ce petit pincement, cette micro-tension, crée déjà une distance. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est juste le mécanisme de Festinger qui s'active. Se dire, ok, là je suis en train de me comparer. C'est déjà reprendre un peu de contrôle. Avec Bourdieu, on a vu que la comparaison n'a de sens qu'entre personnes qui partagent un contexte, un milieu, des ressources similaires. Les réseaux sociaux brouillent complètement cette logique. Revenir à des groupes réels, ses amis, ses collègues, ses pairs, les gens qui vivent dans le même monde que nous, permet de remettre les choses en perspective. On ne peut pas se comparer à quelqu'un qui n'a pas les mêmes conditions de départ, les mêmes opportunités, les mêmes contraintes. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la lucidité. Certaines images, certains comptes, certains contenus activent systématiquement la comparaison ascendante. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est un biais cognitif. Réduire l'exposition, ce n'est pas fuir, c'est choisir ce qu'on laisse entrer dans notre espace mental. On peut se demander différentes choses. Est-ce que ce contenu m'inspire? Ou est-ce qu'il m'épuise? Est-ce que ça me donne envie d'agir? Ou juste me sentir moins bien? Ce tri n'est pas un luxe, c'est une hygiène mentale. Ce que je vais dire est sûrement bateau, mais la seule comparaison vraiment utile, c'est celle qu'on fait avec soi-même. Pas avec la version idéale de soi, mais avec la version d'hier, de la semaine dernière, de l'année dernière. Est-ce que j'ai progressé? Est-ce que j'ai appris quelque chose? Est-ce que j'ai avancé même un petit peu? C'est ce que les psychologues appellent la comparaison temporelle. Elle ne cherche pas à choisir si on est meilleur que les autres, mais si on est plus aligné avec soi-même. C'est une comparaison qui construit, pas qui détruit. La comparaison devient toxique quand on adopte les critères des autres, les critères des réseaux, des algorithmes, des normes sociales, des modèles inatteignables. Revenir à ses propres critères, c'est se demander qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Qu'est-ce que je veux réussir moi, pas les autres? Qu'est-ce qui me rend fier, même si personne ne le voit? On ne peut pas gagner une course qui n'est pas la nôtre. Revenir à ses propres critères, c'est sortir du mythe. Comme on a pu voir, la comparaison ne disparaîtra jamais. Mais elle peut changer de place. Elle peut passer du centre au second plan. Elle peut devenir un outil, pas une obsession. Dans un monde qui nous pousse à nous mesurer aux autres, choisir de se mesurer à soi-même est déjà un acte de résistance. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et merci à Burn a Sunday pour la musique. Vous pouvez le retrouver en description de l'épisode, comme toutes les infos sur le podcast. Des bisous.